amis de la lecture, de la bonne lecture, toute l'équipe d'Expression Livre vous souhaite bien le bonsoir. Eh bien, ce soir, nous allons parler d'un roman qui va balancer entre, effectivement, la littérature romanesque et l'histoire. Notre invité, Saïd Saad. Bonsoir, Saïd Saad. Bonsoir, monsieur. Alors d'abord, je voudrais vous saluer, avant de vous saluer en tant que romancier, vous saluer comme collègue, puisque pendant des années et des années, vous avez été dans le monde du journalisme. Oui. Voilà. Parfait. Donc, vous connaissez, comme on dit, la musique. Et puis, un jour, vous avez décidé de vous mettre au roman. C'est ça. Le premier s'intitule « Parfum d'une femme perdue ». Oui. Pour femme perdue, vous vous rendez compte, une femme perdue. Oui, c'était aux éditions Tella, Voilà. écrit en 2010. Et puis, aujourd'hui, enfin l'année dernière, votre éditeur, Dar al-Othmaniya, Oui. a édité votre second roman intitulé « Les tranchées de l'imposture ». Et nous allons voir de quoi s'agit-il. Alors, je ne vais pas vous demander pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet maintenant, parce qu'on va voir que, quand même, la trame de fond Oui. se situe dans cette terrible Seconde Guerre mondiale, puisque votre roman commence Oui. en 1942, été 1942, dans une région, dans un petit village. Dans un petit village de Stéphe. Qui était vraiment un petit village, de rien du tout. Oui. On verra qu'entre ce qu'il était en 42 et ce qu'il va devenir en 75, Très bien. déjà, C'est ça. Oui. donc après l'indépendance, C'était rien du tout. Ouais, C'était un petit il y a un village, gouffre. Un gouffre. Et alors, s'il faut se situer, c'est à côté de Stéphe. C'est ça. À quelques encablures de Stéphe, effectivement. Un personnage principal, Ali. Ali, hein, on va le suivre. Oui. Et puis vont se greffer d'autres personnages, qu'ils soient de sa famille ou de ses amis. De l'entourage, du village, des gens qu'il a pas connus, seulement. qu'il a Après, ça peut être côtoyés. Oui. les rencontres de hasard. C'est ça, c'est le roman, c'est de la fiction. Il y a le personnage principal, il vivait dans des conditions précaires, absolument précaires. Alors justement, Oui. le roman ne commence pas en 42, puisqu'il commence en réalité en 2003 à l'aéroport d'Alger. C'est ça. Mais on verra pourquoi par la suite. Mais voilà, justement, essayons de... Situez-moi donc, Oui. ce qu'on va retrouver dans le roman, la campagne en Algérie, en 1942. Nous sommes déjà en pleine Seconde Guerre mondiale. En Algérie, le pouvoir colonial décide de se mettre du côté de Pétain, c'est-à-dire du gouvernement de Vichy, Oui. contre ce qu'on appelle la France libre de De Gaulle, contre les alliés britanniques et américains. Oui. Décrivez-nous un petit peu cette situation. Alors, dans la ces campagne petits villages, des années la campagne algérienne. 40, c'était une misère extrême. Je n'ai pas vécu cette période parce que je suis né avant, mais au dire des aînés, de mon père, des gens qui étaient jeunes à l'époque, c'était la misère totale, une misère qu'on ne peut pas décrire. Les gens étaient réduits au minimum, rien. Semi-esclavage. Semi-esclavage, les gens. On n'avait même pas de quoi, même pas une bouchée de pain à manger. On n'avait rien du tout. Ceux qui sont sortis un peu, ce sont ceux qui vivaient, ceux qui travaillaient chez les colons, mais la plupart, ils avaient des petits lots de terrain. Alors, les maladies, le typhus, ça fait des ravages. Les maladies, le typhus, manque de transport, c'était terrible. C'était terrible, indescriptible. Ouais. Oui. Alors ça, vous décrivez très bien, Saïd Saad, dans votre roman. Oui, comment je l'ai décrit, c'est grâce aux témoignages des gens qui ont vécu, c'est grâce aux images que je me suis faites dans mon imagination. Et peut-être à des livres d'histoire que vous avez pu consulter. Aussi, des photos anciennes qui montraient toute
toute la misère, pour dire, de la population algérienne. Alors, il y avait, je dirais, double misère. D'abord, la misère avant la Seconde Guerre mondiale, hein, qui existait. Oui. Il faut savoir que Ali et sa famille ont été dépossédés de leurs terres. C'est ça. Hein, c'est important de le dire, ça, quand même. Donc, ils vont ils ont la chance, entre guillemets, de travailler chez le colon. Hein. Mais en plus, vient se greffer le fait que la Seconde Guerre mondiale va faire que bon, ben, tout est rationné. Tout est rationné, rien. Oui, c'est-à-dire qu'à la misère s'ajoute une autre misère, s'ajoutent les problèmes de la mobilisation, s'ajoute le rationnement aussi. Et puis, il fallait faire avec, Mais c'était vraiment une période très difficile. Il y avait même la famine dans certaines régions d'Algérie. Oui, la famine extrême. Extrême. Moi, j'ai lu dans des livres d'histoire que, par exemple, quand il y avait une charrette ou un camion de colons où il y avait un sac percé de farine, ou un truc, les gosses couraient derrière pour ramasser C'était à ce point. un peu de poudre de farine pour le mettre dans la bouche parce qu'il n'y avait rien. Et la misère qu'il y avait à la campagne était beaucoup plus grave que la misère qu'il y avait dans les villes. Oui. C'était... l'espérance de vie, d'ailleurs vous le dites très bien, l'espérance de vie était franchement... à 40 ans, on était un vieillard. On était un vieillard, 60 ans, c'est déjà... On a vécu longtemps. Là, il y avait beaucoup de mortalité infantile aussi à la naissance. Il y avait des maladies qui n'étaient pas soignées, on ne savait même pas ce que c'était. Il y avait la rougeole, il y avait beaucoup le peuple algérien a énormément souffert de la Il n'y avait aucune politique sanitaire. Non. Politique d'éducation. À peine si on avait un accès à l'eau. Et encore, c'était la rivière. C'était la rivière, oui. Mais des maladies... Pas d'électricité, pas de gaz, évidemment. Par exemple, un enfant qui naît avec des malformations, c'était à vie, il n'y avait pas de... Oui, c'était fini. Oh, oui, c'était fini. Ah. Oui. Alors ça, vous le décrivez avec terreur, avec beaucoup de profondeur. Oui. À partir de la famille de Ali. C'est ça, c'est à travers une famille, c'est un prisme, on essaie de décrire la réalité de l'époque. C'est un peu difficile parce que je n'ai pas assisté. C'est plus difficile quand on n'a pas assisté, mais à partir de documents, à partir de récits. Mais si j'étais adulte à l'époque, je l'aurais fait peut-être mieux. Non, pourquoi? On décrit mieux ce qu'on voit. Vous savez, quelquefois, quand on est en plein dans on n'a pas cette distance qui permet d'avoir une vision plus globale. Oui, c'est vrai. Alors que là, moi quand j'ai lu votre roman, Saad, au contraire, j'ai eu une vision plus générale de ce que pouvait être la situation. C'est grâce au ressenti, ce qu'on n'a pas vécu, mais on ressent. Et l'artiste, que ce soit un écrivain ou que ce soit un chanteur ou que ce soit un peintre ou un photographe, c'est celui qui essaie de capturer cette sensibilité, de la traduire pour essayer de toucher les lecteurs. Alors, Ali, c'est un petit jeune homme, quoi. Je veux dire, un adolescent qui n'a même pas encore, qui n'a rien vécu, qui ne sait rien de la vie. Il travaille chez le colon avec son père, Salah, sa mère, la Aïcha, qui tient la maison, comme on dit. C'est son fils unique, donc c'est la prunelle de ses yeux, mais c'est son fils unique parce qu'elle a déjà eu des enfants qui sont morts, parce que faute de soins, pratiquement parce qu'il y a faute de soins, faute d'entretien de bébé, de bonne alimentation, etc. Donc alors évidemment, et tout de suite on entre dans cette société coloniale terrible où le patron, là, le contremaître, certainement, le colon, qui dit c'est ça là, écoute, tu es trop vieux, bon, maintenant, tu me sers plus à grand-chose, quoi. Hein. Ouais, c'était l'image du colon. Mais heureusement, il y a une balance. Il dit à Ali, qui est jeune, donc vigoureux, il lui dit, par contre, toi, tu m'intéresses, écoute,
il y a une place de tonnelier C'est ça. à Stef, En ville. en ville. C'était une chance, parce que dans la vie, Tu vas il y a être toujours une mensualisé en plus. Oui. Parce qu'on payait à la journée. Hein. Et c'était une chance, c'était très rare d'être mensualisé à l'époque. C'est un peu la vie, parce que dans la vie, il y a toujours une porte qui se ferme et il y a une porte qui s'ouvre. Ouais. C'est un équilibre. Alors, c'était fantastique pour lui parce que, Et il devait saisir cette chance, oui. ce qui est très important. Alors, ce qui est très touchant dans votre roman, Oui. c'est comment il va se préparer pour aller se présenter. Eh ben, imaginez-le. Il est illettré. Analphabète, illettré, très mal habillé. Bah, Il va en ville, vous savez, aller en ville, au centre-ville, travailler chez quelqu'un. C'était pas une petite Comment ville. y Hein. aller, comment parler, et s'il me posait des questions, et s'il y avait une interview, il fallait imaginer ce personnage et l'état d'esprit dans lequel il était la veille. Il préparait son CV, comme on dit aujourd'hui. Oui, un petit peu. Et puis il se disait, mais mon Dieu, comment je vais faire Les chaussures étaient déchirées, très mal habillées. Voilà, c'est un peu cette description, cet état d'esprit, cette préparation, cet espoir aussi. Parce qu'il avait un espoir, parce qu'aller en ville et travailler chez quelqu'un, ça allait parler un petit peu de la difficulté de travailler la terre chez le colon. Tenter de sortir de la précarité. Voilà. Eh ben, c'est un autre rang social. Essayer d'accéder à notre rang social. On sort de ce qu'on appelle, entre guillemets, la paysannerie pauvre et sans terre, à être dans le monde ouvrier. Et j'ai fait ça à bon escient parce que je voulais créer un espoir sur un espoir, et puis tout à coup, tout s'écroule. Patatras. Pourquoi? Parce qu'il reçoit l'ordre d'appel. C'est un peu, ça fait partie de la trame. Décrivez-moi un petit peu ce petit monde. Bon, on a vu sa mère, la Aïcha, son père, c'est Salah. Bon. Et puis il y a le voisinage. Oui, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Avant, la société algérienne était vraiment cimentée. C'était très important d'avoir des voisins. On vivait en communauté. Il fallait s'entraider. Il fallait s'entraider. C'était par nécessité, parce que la vie était dure. Et les gens accordaient beaucoup d'importance au voisinage, à la voisine, aux voisins. C'est l'entraide. La société algérienne était vraiment tissée, elle était comme un mur. Et j'ai voulu faire ressortir un petit peu cet aspect de la société, c'était important pour moi. Alors, un personnage qui va être quand même assez important dans votre roman, c'est la voisine de la Aïcha. Oui, parce que la Aïcha, les femmes de l'époque ne sortaient pas. Non, elles ne sortaient. La Aïcha, c'était une fenêtre vers le monde. C'était une cloison en roseau, et dans cette cloison, elle pouvait parler avec sa voisine. C'était un enchantement pour elle. Il fallait aussi se mettre à la place des femmes de l'époque. La femme algérienne était cloîtrée dans son intérieur. Cela s'ajoute à la misère économique, la misère sociale. On n'avait rien. Donc pour elle, c'était une fenêtre vers le monde, c'était une lumière. Et elle aimait beaucoup Thomas. Et ça s'est inspiré un petit peu de la réalité. Mais je pense que tout votre roman... Oui, dans chaque roman, dans chaque personnage, il correspond... Bon, après, peut-être que certains personnages de votre roman sont, je dirais, un puzzle de 4 ou 5 personnages. C'est des clins d'œil dans la réalité. Ma mère avait une voisine qui s'appelait Thomas. Et cela ce n'était pas dans un village. Vous lui rendez hommage, quelque part. Oui, un petit peu. Et ce n'était pas dans un village, c'était dans une cité à l'époque, dans les années 60. Cette Thomas était merveilleuse. D'ailleurs, j'ai pris ma mère après, 40 ans après, pour aller la voir, pour aller lui rendre visite. Malheureusement, elle était décédée. Voilà, c'est en s'inspirant de la réalité qu'on écrit le roman. Le roman est puisé dans la réalité, dans ce que nous vivons en sortant de la maison le matin. Nous rencontrons des gens, nous rencontrons des pauvres, nous rencontrons des riches. Nous voyons une mendiante, nous voyons la Hougra, nous voyons un bus bondé de gens, nous voyons une bagarre. C'est ça le roman. Le roman est puisé sur ce que nous... Il alimente notre imagination. Alors, cette femme Thomas, elle a une vie encore plus dure. Parce qu'elle a un mari chômeur qui la tabasse, il n'y a pas d'autre mot, franchement. La femme était violentée, c'était courant. C'était l'horreur.
Non, mais là, c'était courant, hein, la femme c'était une femme objet. Ouais. Oui. Ce n'est pas comme maintenant. Hein. Avant, les femmes étaient battues. C'était une monnaie courante, surtout alors là, je dirais en Kabylie. Alors là, j'ai vu, j'étais jeune, je voyais les femmes battues. Ça faisait partie de notre décor. La femme était battue. C'était une femme inférieure à l'homme. Oui, non, c'était, comme vous dites, un objet inexistant. Voilà. C'était un ustensile, pas plus ni moins. Elle a des filles. Oui. Et puis, elle a surtout une jeune adolescente, fille, oui. d'une beauté remarquable, oui. Khera. Oui. C'était pour rendre hommage en général à la femme algérienne, qui reste une belle femme. La digne. Femme algérienne, oui, digne. Oui, parce qu'elle elle se plaint pas, elle se plaint Elle ne se plaint pas. Elle dit, bon, ben, c'est comme ça. Voilà un autre trait de caractère de la femme. Malgré la rigueur, malgré la difficulté, les gens étaient dignes. Les gens étaient dignes, ne se plaignaient pas. Ils faisaient leurs prières, ils imploraient Dieu pour que leur situation s'améliore. Mais ils ne se plaignaient pas auprès des autres. Non, non. Pour elle, c'était, c'est mon destin. Voilà, c'est Moktoub. C'est ce que je peux y faire. Moktoub. Elles essaient par tous les moyens d'aider leur mari, de faire attention aux enfants, d'aller puiser de l'eau. Mais elles ne se plaignaient pas beaucoup. C'est une partie du courage aussi, c'est très important ça. Alors, elle y a deux copains, deux amis, parce que, bon, avant qu'il descende à Alger pour devenir tonnelier, hein, donc il aidait son père au champ, oui. on dit, et puis de temps en temps il descendait au souk pour vendre ce qu'il y avait un peu à vendre, quoi. Bon, si on avait quelques poules, on vendait quelques œufs, si on avait quelques plantes aromatiques, on vendait des plantes aromatiques. Enfin, on se débrouillait comme on pouvait. Pour gagner la vie. Il a un copain, Brahim, qui est vendeur d'herbes médicinales. Aujourd'hui, un herboriste. Si vous voulez, oui. Disons, entre guillemets, voilà, qui était à ses côtés. Voilà. Et puis, il a un autre copain, Farhat. Oui. Alors, Farhat, c'est un drôle de personnage, parce que lui, il est marchand ambulant, mais ça n'existe plus maintenant. Non, mais à l'époque, ça existait. Comment ils vendaient de tout. Hein. Ils vendaient de tout. De sa charrette. Des élastiques. De l'épingle à nourrice. Oui, des épingles à nourrice. À la poêle à frire. Et il faisait il passait de village en village. Pour vendre ça. Je suis armain, je suis bon, si vous voulez, la lampe à pétrole, j'ai une lampe à pétrole, si vous voulez. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Bon, c'était aussi une façon de gagner sa vie. C'était une petite supérette ambulante. Voilà. C'était extraordinaire, comme ça. Mais c'était très beau en couleur. Bon, mais comme ça, hein, en peinture, en photo. C'était utile aussi, c'était très utile. Les gens attendaient la venue de... Et puis surtout, il s'adressait à qui? Aux femmes. Bien sûr. Hein, c'était elle qui pouvait enfin sortir 2 minutes pour aller voir le marchand ambulant pour acheter des épingles, un petit. Il avait un rôle social. Très important. Alors, ce sont 2 amis à lui. Voilà. Mais un jour, d'abord, avant qu'il soit appelé, il y a là vous décrivez quelque chose que maintenant on a de la peine à imaginer. Il y a un feu de forêt. Oui. Et puis le Qaïd vient avec une sorte d'administrateur français et qui vient au village et qui dit bon. Qui c'est qui a mis le feu? Oui, c'est pas possible que ce feu ait pris naturellement et démarré comme ça. C'est un de vous. Un de vous, et vous devez le dénoncer. Voilà. Sinon, c'est la punition collective. Alors, ce mot, qu'est-ce que c'est la punition collective? La punition, ça fait partie du code de l'indigénat. Alors, le code de l'indigénat, je ne sais pas si la majorité des Algériens de maintenant savent ce que c'est. C'est une monstruosité juridique. Si vous ne dénoncez pas qui a fait ça, c'est tout le village qui va payer.
C'est ça la monstre. C'est bizarre parce que ça ressemble. Non, enfin quand je dis c'est bizarre, parce que ça c'est Bugeaud qui l'a mis en place. Oui. Bon, Ouais. c'est incroyable parce que c'est exactement ce que les nazis faisaient quand il y avait un attentat des résistants Non, oui, en France, par exemple. dans un village, ils disaient bon, si vous ne dénoncez pas le gars, C'est tout le monde qui va passer. eh ben, on prend 10 personnes dans le village et on les fusille. Ils sont fusillés. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été Responsabilité collective. beaucoup de choses pratiquées par les colons. Ouais. Ont été reprises par les nazis. Ah, oui, oui. C'est incroyable. Hein. Et alors Qui ensuite, pendant la lutte de libération nationale, ont été repris par l'armée française. Et voilà, c'est ça. Voilà. C'est comme pour quoi moi. l'histoire est complètement sidérante. Hein. Par exemple, les fours à chaud. Les fours à chaud. Ça a été inventé par les nazis, ça a été effectué, ça a été pratiqué sur des Français, et les Français le refont ici en Algérie, le reproduisent en Algérie. C'est inimaginable. Le plus grand crime, je considère que c'est un crime contre l'humanité, c'était en 1845, Pélissier. Il brûle vif dans des grottes 1000 Algériens. C'était les enfumades. Hein. C'est ça. Les fameuses enfumades avec Saint-Arnaud et toute la bande. Oui. Même Cavaignac, il a fait. Cavaignac, oui. Et si vous parcourez de 1800 jusqu'à 1962, c'est toujours les mêmes pratiques, c'est avec une méchanceté, avec une cruauté indescriptible. Ça commence par Cavaignac et ça va jusqu'à Massu et Bijar, c'est la même pratique. Voilà le régime colonial, qu'est-ce qu'il a fait en Algérie. Et je pense même, j'ajouterai ceci, ce qu'a fait la France en Algérie, aucun pays ne l'a fait dans le monde. Non. Aucun. Non, c'était... Non, de toute façon... C'est une cruauté qui n'a pas de... On ne trouve pas les mots. Mais vous vous rendez compte. Oui. Oui. Vous savez, dès 1835-40, on discutait en haut lieu, en France, et, comme on dit en métropole, et ici en Algérie, mais surtout entre les généraux et les maréchaux français, on discutait déjà soit de déporter l'ensemble de la population vers le sud, soit d'en massacrer un bon nombre. C'est-à-dire que c'était... exterminé pour exterminer, oui, bon, voilà. De toute façon, de la population, pour le peuplement, ça pose pas de problème. On a ce qu'il faut. Je vais vous donner un exemple. Comment ils nous percevaient, les colons. Un colon qui tue un Algérien, c'est exactement comme si vous tuiez un sanglier parce qu'il s'approchait trop de vos enfants. Vous n'avez pas ce sentiment d'avoir tué une personne. Non. Et puis il le jette comme ça dans le... C'est ça. C'est vraiment indescriptible. On ne peut pas... ça rappelle des tristes périodes. Hein, vous savez, que la colonisation espagnole dans les Amériques. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, on s'est dit, de toute façon, vous pouvez tuer tous les Indiens. Ils n'ont pas d'âme. De toute façon, ce pas des créatures de Dieu. Voilà, ils n'ont pas d'âme. On ne va pas discuter... Un autre exemple. Alors, pendant la guerre d'Algérie, il suffit de dire... Tiens, les Félagas, ils sont passés hier, ils se sont ravitaillés dans ce village. Ça y est, on rase le village. Il y a les chars. C'est le napalm, et puis, voilà. On ne va pas faire dans le détail. Hein. Alors, on ne va pas évidemment parler dans le détail, parce que votre livre, votre roman, ça a il y a tellement de moments excessivement forts, des moments qui pour moi me paraissent les plus denses. Hein. Oui. Par exemple. Alors, par exemple, ça m'a paru très fort que quand il est appelé, ordre d'appel, on n'écoute pas. Hein. C'est-à-dire que c'est ça ou la prison. La prison. D'ailleurs, il y a des gens qui ont... Ou les travaux forcés. Ou la prison. Et les travaux forcés. Oui. Il y a des gens qui sont passés. Ou alors c'est Cayenne. Oui. Hein, ou c'est Cayenne ou c'est la Nouvelle-Calédonie. Hein. On va pas discuter longtemps.
Donc, c'est obligatoire. Il ne faut pas jouer avec ça. Ouais, parce que beaucoup d'historiens français, malheureusement, ont toujours dit oui, non mais beaucoup d'Algériens se sont enrôlés pour la Seconde Guerre mondiale parce que ça leur permettait de toucher une prime, etc. C'est ce qu'ils disent, monsieur Youssef. C'est ce qu'ils disent. Il faut pas dire ça. Bon, d'abord, c'était mal vu. Très mal vu par la société algérienne. Quelqu'un s'engage dans l'armée française. Ah, oui. Mais quand vous êtes appelé, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Alors, ça m'a paru très intéressant parce que oui. Il est appelé, il va aller de caserne en caserne, il est ballotté. Il est ballotté. Il ne sait même pas ce que... C'est la préparation. Où, quoi, comment. Il ne sait même pas ce que ça veut dire une caserne. D'autant plus que c'est un homme de la campagne. Il ne connaît rien. Il est perdu. Il n'a jamais fait... Il n'est jamais sorti de son village. Steve. Voilà. Et encore, c'était une fois tous les mois pour faire le marché. C'est tout. Hein. Bon. Voilà. Puis tout d'un coup, il se trouve dans un monde complètement différent. Avec une discipline. Analphabète, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne comprend pas ce que l'on lui dit en français. Il est obligé de dormir avec d'autres compagnons. Il voit des soldats, il voit la case. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui un chalet? Ça, c'est déjà une souffrance morale. Parce qu'il est loin de sa famille. Il ne sait pas ce qu'il advienne. Qu'est-ce qu'il advienne? Est-ce qu'il sent correctement à l'aise? Est-ce qu'il mange correctement? Il ne sait pas. Ça, c'est une autre souffrance. Alors ça m'a paru très fort dans les tranchées de l'imposture. Et là, on rentre dans le... Oui. C'est plus qu'un exil. On le désidentifie totalement. Voilà, exact. Il est brisé. Oui. On le casse en mille morceaux et puis on lui dit rien. On ne cherche pas à lui dire. Oui, de toute façon, tu n'as rien à comprendre. L'essentiel, c'est qu'il serve dans l'armée. Voilà, c'est tout. On ne cherche pas à l'orienter. Non. C'est qu'on le forme, ils lui font l'apprentissage. On lui balance un équipement. Voilà. Puis on lui dit ça ne les comme intéresse pas de les orienter. À l'époque, il n'y avait pas d'action psychologique, on ne les préparait pas. C'est des gens qui viennent, ils sont là, qui prennent leur tenue. C'est ce qui va devenir la chair à canon. Quelqu'un prend du 42, l'autre il prend du 44. Pour les chaussures, c'est pareil, il se tient debout. Et puis commence l'exercice, la formation militaire. C'est ça qui est intéressé. Vous savez que la France a toujours privilégié ses intérêts. Très important. Et pour eux, qu'ils viennent d'Aumale, ou qu'ils viennent de Sidi Bouzid, ou qu'ils viennent d'Alger, ou qu'ils viennent... Ça ne les intéressait pas. Oui. Alors... Entre-temps, on parlait de ce fameux feu de forêt, de la répression collective, entre guillemets la responsabilité collective. Alors, c'était soit payer une amende. Pour ceux qui avaient les moyens de payer une amende. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens de payer, travaux forcés pratiquement. Oui. Bon. Pour tout le monde. Hein. On pouvait appeler ça travaux d'utilité publique, mais enfin c'était des travaux forcés. Des travaux forcés. Ce n'est pas des travaux d'utilité publique, parce que les travaux d'utilité publique, il n'y a pas cette obligation. Et là, c'est obligé. Soit vous payez, soit vous faites le travail. Et puis c'était pas du gâteau. Et puis quel travail? C'est pas du gâteau. C'était la construction de ponts, soit... charter, soit sécher des marais, que sais-je. Bon, c'était vraiment les travaux les plus pénibles. Hein. Alors, vous imaginez toute cette ardeur, toute cette force qui va dans la construction d'un mur ou quelque chose comme ça, alors qu'ils étaient sous-développés déjà physiquement. Alors ça c'est la description de ce que vous en faites, de ces travaux. C'est terrible parce que il y en avait qui fuyaient. Oui. Il y a un personnage qui ils n'en pouvaient plus. C'était insupportable. Il leur demandait un effort inhumain. Donc ils trouvent le moyen de s'enfuir, à ses risques et périls. À ses risques et périls. Parce que quand on est repris... le gars fuit, alors on peut l'abattre à vue. Bien sûr. C'est un problème, ça. Oui. On peut l'abattre à vue. Il est jeté en prison. Ou alors, dans le meilleur des cas. Puis il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de jugement, rien du tout. Du tout, c'est un officier qui était juge en même temps. Oui, vous passiez dans ce qu'on appellerait un tribunal militaire. Voilà. C'était pas un tribunal civil. L'officier était chargé de prononcer la sentence. Vous avez fui, vous deviez faire tel travail. Et c'était très grave. Hein. Par exemple, quelqu'un qui passe et qui ne salue pas un officier, c'est une outrance. Ah oui, non, c'était... C'est ça le code de l'indigénat. Alors,
Il y a un moment donné aussi, vous ne laissez pas de côté le côté qui peut être un peu le côté heureux. Hein. Oui. Parce que Fatouma parle à la mère de Ali, oui. D'une très jolie jeune fille, oui. Mariam, qui oui. Serait peut-être la bonne moitié pour Ali. Voilà. Hein. Il la connaît pas, il ne sait même pas comment elle est. Hein. Non, non, à l'époque, on ne connaissait pas la... Je sais pas. C'est pour dire que malgré toute la misère, malgré tout, la vie continuait. Les gens s'aimaient, les gens espéraient. On se mariait aussi. On avait des enfants. On avait des enfants. On créait un foyer. Oui, on faisait des petites fêtes pour le baptême. Malgré tout, il fallait garder cette espérance. C'est un fil que j'ai voulu faire ressortir dans le roman. Malgré tout, l'humain est humain et survit. C'est l'instinct de survie. Et comment on survit? C'est en vivant normalement. C'est en faisant des projets, c'est en aimant la vie. Malheureusement, comme disait Nietzsche, l'espoir chez les gens engendre bien souvent beaucoup de souffrance. Oui. Parce que je crois que ça va ensemble. C'est vrai que c'est très contradictoire, mais bon, on ne peut pas vivre sans espoir, mais en même temps... L'espoir engendre de la souffrance. Oui. C'est terrible. On se dit toujours, oui, parce ça, qu'on ça, est ça ira mieux demain. Oui. Oui. Il faut toujours rester optimiste. Alors, et puis ça y est, c'est... Le départ. Ah bah oui, oui. Là, c'est le débarquement de Provence qui a eu lieu donc le 14 août 1944. Et là, ça commence... Lui, il ne sait même pas où on l'emmène. Il ne sait pas. La plupart ne savent pas. Tout d'un coup, il arrive au port. Préparez-vous, demain on va y aller. Constantine qui... Voilà. Ils vont vers Blida, et puis c'est le départ. Où, on ne sait pas. Voilà aussi une autre forme de souffrance. Et puis la plupart ne comprenaient pas le français. Oui, donc il y a des discussions entre officiers, entre le staff. Donc, alors ça aussi c'est un moment... Oui, mais bien, il faut vous mettre à leur... Quand il arrive à Blida... Il faut vous mettre à leur place pour comprendre Quand il arrive à Blida, ça c'est terrible, avec ses compagnons, dans Roland. La ville est vide. Et puis il rencontre un gars qui, lui... Oui, il n'y a pas beaucoup de gens dans la ville. La ville est vide. Oui. Bon. Et puis il lui dit, mais c'est bizarre, la ville est vide. Il lui dit, oh là là, si tu voyais, il n'y a même pas un mois, ça grouillait. Il lui dit, ah bon, ils sont partis où? Il lui dit, bah, c'était des enrôlés comme toi. C'est ça. Et ben, ils sont partis, on les a embarqués. Parce qu'ils ont... Où? Oui. Il lui dit... Ah bon, personne ne le sait, hein. Mais en tout cas, ça grouillait. Ça grouillait. Et puis, maintenant vous êtes venus, la ville reprend la vie, etc. Et tout ça. Parce qu'ils avaient terminé leur formation militaire et on les envoyait par contingent faire la guerre, pour servir à la boucherie. Oui, pour servir de chair à canon. Au premier rang, c'était au front. Hein. Les premières lignes, c'était les Maghrébins. D'ailleurs, j'ai un document qui a été fait par l'armée française. Il donne le bilan des morts. C'est toujours les Maghrébins avec un fort taux de mortalité, 67%, contre 23 ou 27 pour les Européens. Vous savez ce que c'est, 67%? C'est énorme. Bon, c'est des Marocains, c'est des Tunisiens, c'est des Sénégalais, c'est des Algériens. Alors j'ai demandé à mon père, il faut rappeler aussi que mon père a fait cette Seconde Guerre mondiale, et ce qui a donné naissance à ce livre, ce sont les longues discussions que j'avais avec lui. À la fin de sa vie, mon père parlait beaucoup de cette période. À la fin de sa vie, il parlait beaucoup de la deuxième. Au début, je croyais que c'était la guerre de libération. Il me disait, c'est pendant la guerre, avant la guerre. Je pensais que c'était en 53, 54. Non. C'est bien avant, c'est 38, 37. Ils nous ont pris où? On ne sait pas, deux pays. Ils ont fait la campagne de Tunisie, 1942. Alors, il y a un personnage, effectivement, quand il est à l'hôpital, parce qu'il va être grièvement blessé,
près de Colmar, Oui. Qui a été une terrible bataille. Terrible. C'était une bataille décisive. Les Alliés avaient pris Strasbourg, mais il fallait prendre en tenaille Voilà. pour garder Strasbourg. Il fallait absolument prendre Colmar. Et là, ça a été Parce que les Allemands menaçaient de reprendre Strasbourg. Strasbourg est très important. une position stratégique. Ah ben, et comment et la bataille des Vosges, c'était... Il blessé grièvement, il est à l'hôpital. Et puis, à côté de lui, il y a quelqu'un qui lui dit bon, et toi, tu as fait quoi? Il lui dit oh là là, moi j'ai fait la Tunisie. Oui. 1942, la campagne de Tunisie. Ensuite, l'Italie. Alors, la bataille, surtout la bataille de Monte Cassino. Je crois que c'est l'une des batailles les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale. Monte Cassino. D'ailleurs, j'ai été plus tard voir. Il y a un monastère. Il y a un monastère. Et donc, les Allemands avaient mis leur batterie et il faut monter. Et donc, on est complètement à découvert. Oui, tout le champ était miné d'abord. Il y a un cours d'eau, il faut traverser le cours d'eau. Et puis la météo, c'est -6. Ah oui. La neige, la boue, on ne pouvait pas avancer. La neige. Soit vous traversez le cours d'eau, c'est le champ de mine, il faut monter. On parle de la bataille de Monte Cassino, mais en réalité, il y a eu 4 batailles pour Monte Cassino, de janvier 1944 jusqu'au 6 mai 1944. 4 batailles, 4 offensives. Les 3 premières, c'était des échecs énormes. Absolument. Les Australiens ont essayé, les Anglais ont essayé, les Américains ont essayé. Bon, et les derniers qui ont fait une brèche, ce sont les indigènes, ce sont les Algériens qui ont créé la brèche. Ils se sont engouffrés dans la brèche, ils ont contourné donc ce monastère, et là les Allemands étaient un peu déstabilisés. Ils ne savaient pas s'il fallait défendre de ce côté, ou du côté nord ou du côté ouest. Et à partir de là, ça s'est effondré. La ligne de défense s'était effondrée. C'était grâce aux Algériens qui sont les premiers, il faut le dire, qui sont les premiers à avoir fait une brèche et s'être engouffrés dans cette brèche. Ils ont complètement déstabilisé les défenses allemandes. Et le courage et la combativité des Algériens. Alors, pour situer un petit peu, si vous me permettez, la situation, c'est qu'il y a le débarquement en Italie, des Alliés avec des tirailleurs algériens, d'abord marocains, tirailleurs tunisiens, sénégalais ou camerounais, enfin de ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française. Et puis de l'autre côté, il y a le débarquement de Provence, puisque la stratégie alliée, c'était de reprendre en tenaille un petit peu l'armée allemande, de l'enserrer. Alors Ali, lui, ça va être le débarquement de Provence, où il va y avoir une autre bataille terrible, c'est Marseille. Oui. C'est la prise de Marseille. La prise de Marseille. Ça va être... Prise de Marseille. Donc alors, vous me parlez de Monte Cassino. Oui. Alors, il y a un autre moment terrible dans la prise de Marseille qui a duré 6 jours, à peu près, pour prendre Marseille. Marseille a été prise 1 mois avant l'échéance prévue. Ils avaient prévu 1 mois et demi. En 15 jours, la Marseille... On était à la limite, enfin, c'est pas comparable, mais on était presque à la limite de Stalingrad. C'était rue par rue. Oui, rue par rue. Rue par rue. Ça ne pardonnait pas. C'était à la baïonnette, pratiquement. C'était à la baïonnette. Ça ne pardonnait pas parce que les rues étaient étroites, c'était le combat de rue, c'est la ville. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle a été prise, cette ville a été prise 1 mois avant... Avant ce qui était prévu par l'état-major allié. Exactement. Oui, ils étaient étonnés. Le 25 août 1944. Aussi grâce à surtout le 4e RTL, le régiment des tirailleurs algériens. Alors, il y a justement ce que peu de gens savent, c'est que bon, l'histoire de Monte Cassino, avec ce monastère qui est en haut, donc où on surplombe complètement la vallée où c'était, il s'est passé à peu près la même chose, en plus réduit, je dirais, à Marseille. C'était comment prendre Notre-Dame de la Garde. Oui, Notre-Dame de la Garde. Et les Allemands avaient pris position à Notre-Dame de la Garde et bombardé. C'était une poche de résistance. Qui l'a prise? Très meurtrière. C'était les tirailleurs algériens. Ce sont les tirailleurs algériens. Eh oui. Mon père me racontait comment ils montaient mètre après mètre. Mortel, hein. Des fois vous avez des mortiers. C'est incroyable. Et alors qu'il n'y a même pas
hein, quand vous montez à Notre-Dame de la Garde, il n'y a même pas une plaque commémorative de dire en l'honneur des tirailleurs algériens qui ont... c'est eux qui sont rentrés les premiers dans la cathédrale. Oui, absolument. Ah, c'est pas dans la basilique. D'ailleurs, enfin, le 4e régiment des tirailleurs algériens, c'était l'un des 2 régiments les plus décorés de l'armée d'Afrique. Oui. Oui, le 4e régiment des tirailleurs algériens avec le 7e régiment des tirailleurs tunisiens, le 7e RTT. Une bravoure, un courage, une combativité extraordinaire, hors du commun. Et je peux vous lire, ce courage, cette ardeur donc, au combat, elle a été reconnue tout de suite par l'armée allemande, par les officiers allemands, oui. D'abord par les officiers français et aussi par l'ennemi. Ouais. Et j'ai ici une lettre, le témoignage. Oui, un témoignage. Oui, c'est aussi dans les archives de l'armée française, d'un général allemand qui s'appelle Ringel. Ah. Ringel. Il dit l'infanterie française, alors quand il dit française, oui, c'est en majorité. 90% c'était... Je reprends les termes de mon père. Ouais. Quand ils disent française, nous étions en majorité des Algériens. L'infanterie française se montre ardente, manœuvrière, déjà très habituée aux canons et aux mortiers. Elle constitue un instrument de qualité exceptionnelle entre les mains du commandement. La valeur des cadres de cette infanterie est connue depuis la campagne de Tunisie. Ils se sont comportés admirablement, comme on pouvait le craindre. Les jeunes Français de rang se sont conduits de façon admirable, donnant l'exemple et payant ardemment de leur personne. Ça, c'est un témoignage de l'ennemi. Il faudrait juste changer le mot français. Voilà. Oui, je vous ai dit. Pour eux, c'était français parce qu'on portait... C'est maghrébin aussi. On portait l'uniforme français, mais à l'intérieur, c'était des maghrébins. Oui, c'était des tirailleurs tunisiens, d'abord marocains, tirailleurs algériens, sénégalais, etc. Oui. Ben oui. Ben c'était... Vous donnez un... Chez Leclerc, général Leclerc, hein, ou maréchal de Lattre de Tassigny, 120 000 tirailleurs algériens. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer... 120 000 c'est pas 1000 ou 2000, c'est 120 000. Quand on est devant Colmar, c'est une armée de plus de 120 000. C'était des bateaux et des bateaux et des bateaux de... Alors mon père m'a dit, dans le bateau qu'ils emmenaient vers Marseille, donc vers la Provence, ça discutait en arabe, ça discutait en kabyle, ça discutait dans tous les accents, dans le bateau. Hein. On avait l'impression qu'on était dans un souk. Ben oui, ça c'était... J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Il y avait tous les accents. C'est très émouvant. Accent de Djidjil, accent de kabyle, accent de... C'était des Algériens. Tout de suite, on alors je lui ai dit, mais je me rappelle très bien, mais j'ai lu une dépêche à ce sujet de l'AFP, elle dit, il y avait quand même 13 nationalités. Il m'a dit, oui, c'est ce qu'on dit, mais la majorité c'était des Algériens. Ouais, la majorité. Ben oui. Alors, on n'aura pas le temps dans le détail, pourtant, vous décrivez d'une façon quasi, je dirais, cinématographique. Hein, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. Hein, quasi cinématographique, l'horreur du débarquement de Provence à Saint-Tropez, sur les plages de Saint-Tropez. C'est bizarre qu'aujourd'hui Saint-Tropez devienne... Oui, c'est autre chose. Il n'y a même pas une plaque à Saint-Tropez. Il y a une plaque pour Brigitte Bardot, hein, mais il n'y a pas de plaque pour les tirailleurs algériens. Exactement. C'est pas grave. On en a vu d'autres. Et pourtant. Hein. Et pourtant. Il m'a dit on a débarqué à minuit. Le 15 août 1940. Alors ça, vous décrivez avec la bataille de Marseille, la bataille pour la prise de Colmar. Prise de Colmar, les Vosges. Les Vosges. Alors là, il y a une chose que j'ai appris de votre part, Saïd Saad, c'est que quand les lignes allemandes sont défoncées, le premier militaire qui a mis les pieds sur le sol allemand, c'était un Algérien. Oui. Un sous-officier, je crois, algérien. C'était un sous-officier. C'est incroyable. Oui.
Ils étaient tellement nombreux que ça ne pouvait être qu'un très probable. Ah oui. Je veux dire que à franchir le Rhin et à mettre le pied sur le. Écoutez, c'est symbolique. On aurait dit ça à l'état-major et à Hitler à l'époque en lui disant, tu sais que le premier gars qui a mis les pieds sur le Reich, où Hitler promettait comment jamais le Reich ne peut. Alors c'était entre, excusez-moi du terme, hein, mais c'était un bougnoul. Je crois qu'il se serait évanoui. Oui, Müller serait évanoui en disant comment. Oui. Il y a eu aussi des appels pour essayer de capturer. Oui. Ça, c'est les ramener. Oui, avec des haut-parleurs, parce qu'ils étaient proches. Parlant en arabe. En arabe. Ah oui, en arabe. La propagande allemande. En arabe, parce qu'il y avait des Arabes déjà avec eux. Ben oui. Ils leur parlaient, ils leur disaient, écoutez, venez de notre côté, vous serez mieux traités. En tout cas, vous êtes en train de combattre pour votre ennemi. Ici, c'est la justice, c'est le droit. Ouais. Laissez tomber la France, venez chez nous. Oui. Vous allez voir comment vous êtes bien traités. Quelques-uns ont fait le pas. Oui, je sais. Oui, il y a eu quelques désertions. Il n'y a pas eu beaucoup de désertions, mais quelques-uns. D'ailleurs, c'est quand même assez étrange, hein, cette histoire-là. Oui. C'est la propagande nazie, c'est toujours ça. Non, c'est pas ça. On peut comprendre la propagande nazie qui était très puissante et très bien structurée, effectivement. Avec les souffrances, parce que toutes ces unités algériennes ou marocaines ou tunisiennes, etc., ou sénégalaises, étaient excessivement maltraitées par rapport aux unités françaises. Hein. D'ailleurs, au niveau de la pension, c'était pas la même pension. On ne paie pas la même chose. Même le traitement, au quotidien. Le sol. Même l'équipement. Oui. On leur donnait le plus mauvais équipement. Le plus mauvais équipement, et puis au niveau l'alimentation, pareil. Oui. Il y a un moment donné, d'ailleurs, vous parlez du moment du Ramadan. Oui, bon, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, ça, je ne sais pas, il faut absolument que vos futures lectrices et lecteurs lisent ça, parce que c'est hallucinant. C'est la réalité. C'est hallucinant. 100% réel. Alors il me dit, mon père, un Ramadan, c'est un Ramadan, il faut faire le carême. Et qu'est-ce que vous mangez? Ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve. Il n'y a même pas quelque chose de spécial pour eux. Non. On n'avait pas le temps, c'est la guerre. On n'avait pas le temps de préparer de la soupe ou de la shorba au terrier, non. Et des fois, ce qui est grave, c'est que lorsque les Allemands bombardaient le ravitaillement, on n'avait rien à manger, alors on cueillait une pomme, une poire, ce qu'on avait la veille. C'est comme ça. Il m'a juré, je n'ai pas mangé un jour. Alors, je comprends. Oui. Maintenant, beaucoup mieux. Pourquoi l'intitulé de votre roman, c'est Les tranchées de l'imposture? Parce qu'on verra que... Quelqu'un m'a dit, pourquoi imposture? Il m'a dit, non, pourquoi imposture? Parce que la France n'a jamais promis l'indépendance à l'Algérie. Et c'est vrai, la France ne l'a pas fait. Elle n'a pas promis. Il n'y a pas un texte qui dit que... C'était pas précis comme cela. Aidez-nous à libérer la France, on vous donnera l'indépendance. Ça, c'est pas... Non. Mais... Ça, c'est pas... non, c'était pas indépendance. Elle ne s'est pas engagée, la France ne s'est pas engagée. Mais on vous donnera le même statut. Voilà. Bon, c'était pas écrit. On rêvait d'égalité, on rêvait de... C'est vrai, mais dans les discours des officiers supérieurs, etc., c'était, vous verrez que vous êtes sur le même pied d'égalité qu'un Français de souche. Il y avait ça. Ce qu'il faut dire aussi, ce qui est vrai, c'est qu'on leur permettait d'avoir la nationalité française. Voilà. Avec la nationalité. C'était pas donné à tout le monde. Non, c'était pas donné à tout le monde. Si vous êtes ancien combattant, vous avez automatiquement la nationalité qui vous permet de sortir du code de l'indigénat. C'est ça. Voilà. Si vous commettez quelque chose, vous avez droit à un avocat. Vous avez tout à fait. Bon, c'était déjà. Quand même... D'ailleurs, lors des punitions collectives, ceux qui étaient exempts, ce sont les gens qui avaient la nationalité française. C'était un statut, c'est tout. Puis il y avait quelques autorisations à ouvrir des commerces, à travailler dans la fonction publique, par exemple. D'accord. Alors, nous arrivons quasiment au terme de l'émission, malheureusement. Ça va vite, hein,
je ne veux pas, comment on appelle cela, dévoiler la fin de votre roman, parce que c'est la partie qui m'a très franchement le plus marqué, parce que c'est ce qu'on appelle le retour. Le retour de Ali en 1945. Oui. Ça y est, enfin, il est démobilisé. Il rentre chez lui. Il rentre enfin chez lui. Voilà. Après tant et c'est ce voyage terrible. D'abord, c'est la première fois qu'il découvre Alger. Oui, avec une description d'Alger. De la Casbah. Et puis, il va prendre le train. Et c'est ce voyage en train qui va l'emmener vers l'enfer. Qu'il ne soupçonnait pas une seule seconde. Il n'était pas au courant. Voilà. Vous savez, par exemple, qu'après le 8 mai, tout le courrier était interdit. On ne distribuait plus le courrier parce qu'ils ne voulaient pas que les gens qui étaient sur place, même après la guerre, parce qu'ils étaient mobilisés pour maintenir leur courrier n'arrivait pas. Oui, il était censuré. Parce que la France savait ce qu'elle avait fait en Algérie. Le courrier était censuré. Donc les soldats qui rentraient, lui, quand même, il rentre avec le grade de sergent. Hein. Oui, avec le grade de sergent. Il est tout heureux d'aller chez lui pour retrouver sa petite fille. Il est avec la tenue militaire, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'il avance... Non, c'est ce voyage en train que vous décrivez, ça c'est purement imaginaire. C'est de la fiction. C'est vous. Et puis, le roman, c'est de la premier fiction. Cadavre sur la voie, ensuite des cadavres à droite, à gauche. De la fumée. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive enfin à Stef. Il descend. Il voit une ville qui est dans un état... Elle garde des stigmates de lutte, qu'est-ce qui s'est passé? L'atmosphère est lourde, voilà. etc. Et puis là, bon, il va faire son dernier voyage vers l'enfer, puisqu'il va rejoindre son village, à Sidi Bouzid. Et il ne trouve pas de village. Et là, on laissera le soin. Mais c'est vraiment une... Là, pour moi... Saad, c'est une... D'abord, vous avez changé d'écriture. Excusez-moi de vous... Là, pour moi, c'est franchement la dernière partie de votre roman et du grand roman. Eh ben, merci. Vraiment, je vous le dis, parce que j'ai été vraiment, non seulement surpris, mais comment vous avez... Ali, par les yeux de Ali, on voit les massacres de toute cette région, Rata, Stef, etc., Guelma et tout, et l'horreur dans les villages. Essayer de décrire quelque chose qu'on n'a pas vu, hein, c'est toujours l'imagination, il faut se mettre à la place. Donc on est dans un fauteuil de train, on regarde, on descend et puis on découvre la ville. Voilà, c'est... Les tranchées de l'imposture, merci de nous avoir donné à